Bonjour, donc je vais dire quelques mots introductifs avant de passer à la présentation par Take Care sur le sujet du webinaire de ce matin. Donc c'est un webinaire qui est proposé, qui s'adresse essentiellement aux startups, donc aux porteurs de projets innovants de notre territoire, du Languedoc. On a beaucoup de startups autour de Béziers, de l'Hérault en général, également dans le Gard et peut-être même un petit peu au-delà de toute l'Occitanie. Donc c'est un webinaire qui est proposé donc par InnovoSud en partenariat avec également deux autres structures chargées de l'accompagnement à l'innovation. Donc en partenariat avec Novelid, qui est basé à Saint-André-de-Sagonis. Je ne sais pas si Lilia est présente. Oui, je crois que oui. Voilà, il y a, je crois, beaucoup d'inscriptions du côté de Novelid et également en partenariat avec l'accélérateur Cleantech Valley. Je vois Elsa qui est également là. Merci. Tu as beaucoup de startups également, Elsa, qui sont Et, inscrites ce matin. et ben là, j'ai des difficultés pour te dire qui est de chez nous, mais il y en a certaines qui étaient inscrites, oui. Il me Je confirme. semble, oui. On a une vingtaine de participants. Voilà, donc qui sommes-nous à Innovo Sud? Eh bien, nous sommes une pépinière d'entreprises innovantes. On accueille essentiellement voilà, des startups et des porteurs de projets qui ont des projets ambitieux, euh, majoritairement dans la green tech. Voilà, c'est notre spécialité. Nous avons de très très belles startups. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une sensibilisation au sujet carbone. Voilà, c'est important. C'est un sujet vraiment essentiel sur lequel on veut que voilà vous commenciez à vous intéresser. On souhaite que voilà vous commenciez à prendre conscience que c'est très important dans vos projets respectifs et qu'il faut le prendre à bras le corps le plus tôt possible. Voilà, au démarrage. C'est un sujet, le réchauffement climatique, qui est, voilà, c'est aujourd'hui le constat est indéniable. Hein, il y a bien un réchauffement climatique, une hausse des températures, c'est un fait. Voilà, on le sait, et chacun doit agir désormais, que ce soit les individus, les administrations, les institutions, mais aussi les entreprises. Donc, il faut vraiment mettre en place des choses dans vos structures au plus tôt. Et je crois qu'il y a beaucoup d'incitations aujourd'hui au niveau du législateur, au niveau de l'État, dans cette direction-là. Il y a la possibilité de faire des diagnostics, des audits. Il y a beaucoup de mesures incitatives qui existent et des financements aussi sur ce sujet. Voilà, donc il faut s'y pencher d'ores et déjà. Et très prochainement, ça sera une obligation réglementaire. Hein. Voilà, donc au plus tôt on s'y met et mieux c'est. Alors, on vous propose sur ce webinaire une intervention de la startup Take Care qu'on a rencontrée il y a quelques temps et qui est une startup qui a été révélée à l'hackathon Energiatech il y a 3 ans. Donc voilà, un événement que l'on aime beaucoup et je crois que depuis 3 ans, vous avez eu beaucoup de succès. Vous êtes des vrais passionnés du sujet. C'est Voilà, ça. vous avez voilà beaucoup de clients et aujourd'hui une belle équipe de passionnés. Et je vous laisse vous présenter. Je vous laisse la parole. Juste, Oui, Sandrine Oui, et Muriel, je veux bien juste dire un petit mot si c'est possible. Donc oui, oui, effectivement, on est co-organisateur de ce webinaire là, à Cleantech Valley. Et du coup, juste pour resituer, pour ceux qui connaissent pas, on est une association gardoise dont l'objectif est la décarbonation du territoire avec les collectivités locales et les entreprises. Et un de nos leviers, c'est justement l'accélérateur d'entreprise qui s'appelle le Cleantech Booster. Et donc, c'est dans ce cadre-là, nous, qu'on a accompagné Take Care l'an dernier pendant 1 an. Et donc, c'est pour ça qu'on est très intéressé de les faire présenter leurs solutions aujourd'hui. Et pour ajouter juste un petit truc à ce que disait Muriel, pardon, l'intérêt aussi pour les startups de s'intéresser à ce sujet-là, c'est que les clients qui sont parfois des grands comptes ont déjà quelques obligations réglementaires
sur tout ce qui est bilan carbone et puis bilan extra-financier, on va dire. Et du coup, ils sont exigeants vis-à-vis de leurs fournisseurs, donc potentiellement les startups. Voilà. Donc voilà, c'était juste le petit mot que je voulais rajouter. J'espère qu'on va apprendre plein de choses et puis à bientôt. Bon webinaire. Parfait, merci pour cette introduction. L'essentiel a été dit, hein, donc c'est une super intro. Du coup, Maya, je vous laisse présenter ou vous préférez que je partage? Si vous pouvez partager, c'est aussi bien. Ouais, allez, ok. Donc, on aura les petites icônes sur le côté, mais bon, on n'a pas trouvé mieux. Hop. Est-ce que là, c'est bon pour tout le monde? Vous voyez bien? C'est parfait. Ok, super. Parfait. Donc, mince, par contre, je ne vois plus mon écran. Hop, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Vous le voyez toujours? Oui, ok. Parfait. Donc, effectivement, on est là aujourd'hui pour parler de comptabilité carbone. Et comme l'a dit Muriel, effectivement, de comprendre un peu mieux les enjeux et pourquoi ça devient indispensable de le faire, même si on est une jeune entreprise. Donc, je vais essayer aujourd'hui de vous donner une compréhension de tous ces enjeux-là et j'espère vous donner surtout l'envie de vous y mettre. Donc, peut-être juste un petit mot sur qui nous sommes. Donc, Take-Care, on parlera ensuite un petit peu de la partie contexte et enjeux. Ensuite, on parlera des méthodologies de comptabilité carbone. Et on verra l'après, que faire une fois qu'on a réalisé sa comptabilité carbone. Et ensuite, on passera à la suite, donc vraiment avec comment passer à l'action et quelles aides vous pouvez avoir, notamment. Donc, Take-Care, en quelques mots. Donc, on est effectivement une jeune société. On a été fondée en 2021. Donc, 3 cofondateurs au départ. Moi, je les ai rejoints rapidement dans l'aventure. Donc, on est aujourd'hui une vingtaine de personnes. On est basé à Toulouse, donc on n'est pas trop loin de chez vous. Donc, on travaille avec pas mal d'institutions métiers, donc l'ADEME notamment, que vous devez certainement connaître, la BPI, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On fait également partie de la communauté des entreprises à mission. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous parce que, comme l'a dit Muriel, on est tous très engagés sur ces sujets-là. Et donc, on a 2 missions principales qui sont de sensibiliser donc nos clients, nos partenaires à tous les enjeux climat et d'accompagner et de soutenir les organisations donc, dans leur sujet de décarbonation. Donc voilà, comme je l'ai dit, donc notre mission, elle est résumée ici. Donc c'est aider les entreprises à décarboner leur activité. Et pour ça, on leur propose une solution de management du carbone, voilà, pour justement simplifier la tâche et leur permettre de mesurer et de piloter les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà l'offre qu'on propose. Donc on propose une solution globale de management du carbone et également de reporting CSRD, ça aussi j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc des offres complémentaires. Donc premièrement une plateforme digitale qu'on a développée pour fiabiliser justement cet exercice de comptabilité carbone entre autres, également le suivi des plans de transition. On a également une offre de conseil et d'accompagnement parce qu'effectivement, quand certaines entreprises démarrent sur les sujets, c'est pas toujours évident, donc elles ont besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer, donc on est là pour ça. Et enfin, on est organisme de formation depuis l'an dernier, parce qu'en fait, on est convaincus des bénéfices en fait, de former les gens et de les faire monter en compétence sur ces sujets-là, avec pour objectif de vous rendre autonome sur ces sujets de décarbonation. Donc, voilà pour une présentation rapide de nos activités. Et juste moi, voilà, je suis consultante carbone depuis un peu plus de 3 ans maintenant chez Take-Care. Et je m'occupe aussi de la partie formation. Et on a caché dans les coulisses Frédéric, qui est un des 3 cofondateurs, donc peut-être qu'il se manifestera à un moment donné pendant ce webinaire. On va parler maintenant un petit peu contexte et enjeux. Donc, je ne peux pas démarrer cette présentation sans vous parler des enjeux climat, parce que moi, c'est ce qui m'anime au quotidien et ce qui fait sens dans mon métier aujourd'hui. Et donc, voilà pourquoi, effectivement, ça va devenir indispensable de réaliser une comptabilité carbone. Donc, des petits graphiques ici pour vous présenter. Voilà, premièrement, ici, la consommation d'énergie primaire dans le monde. Donc, on voit que cette consommation d'énergie, elle repose principalement sur 3 sources d'énergie fossiles, que sont le gaz, le charbon et le pétrole. Et on voit que la consommation, elle ne cesse de croître, en fait, de façon vraiment spectaculaire, surtout depuis les années 1950. Et on voit surtout qu'aucune source n'a permis de les remplacer pour l'instant, même si on parle d'énergie renouvelable.
pour l'instant, ça reste plutôt anecdotique, j'ai envie de dire, puisqu'effectivement, on a presque 80% de notre consommation d'énergie qui est encore dépendante, on va dire, des énergies fossiles. On voit ici le parallèle qui est fait avec donc un graphe qui nous montre la progression, pareil, de façon assez faramineuse, donc une croissance des émissions de CO2 au niveau mondial. Bon, ça s'explique très facilement parce qu'en fait, ces émissions de CO2, elles proviennent majoritairement de la combustion donc de ces énergies fossiles. Donc, on parle beaucoup de CO2 parce qu'en fait, c'est un petit peu notre gaz à effet de serre référence puisque ça représente un peu plus de 65% donc des gaz à effet de serre qui sont émis par l'homme. Toujours à propos donc, de ces sources d'énergie. Donc là, ici, donc 2 graphiques qui proviennent du GIEC, donc vous en avez certainement entendu parler. Donc c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc le GIEC a construit des projections des émissions qui sont liées aux énergies fossiles. Oui, je vois que quelqu'un voudrait prendre la parole. Vous avez une question peut-être ? Non ? Bon, je continue du coup. Donc, c'est des données du GIEC qui montrent justement la projection des émissions qui sont liées aux énergies fossiles. Donc, on voit effectivement, par exemple, sur le graphe rouge, ce serait en fait une projection si on continuait comme on le fait aujourd'hui, notre consommation d'énergie fossile. Donc, on voit effectivement une hausse très importante de cette consommation d'énergie. Et donc, d'autres scénarios qui projettent des productions d'énergie, enfin, une utilisation d'énergie fossile qui serait un petit peu moindre par rapport à ce scénario business as usual, on va l'appeler. Un second graphique, toujours qui provient du GIEC et qui nous montre clairement la corrélation qu'on peut faire depuis un peu plus de 400 000 ans entre justement cette concentration de CO2 dans l'atmosphère et la température. Donc, on voit clairement qu'il y a une corrélation entre la concentration du CO2 dans l'air et les températures. Donc, effectivement, on présuppose que si la concentration en CO2 augmente, on présuppose une hausse des températures qui serait effectivement très, très alarmante. Et c'est ce qu'on voit ici, puisque là, le GIEC nous propose des projections, donc justement sur les variations de température en fonction des différents scénarios qu'on a vu précédemment ici, donc avec les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, ici, c'est traduit en termes de hausse moyenne de température. Donc, on voit qu'en fonction des scénarios, donc toujours en haut, c'est le scénario, comme si on continuait tel que nos activités, qui nous amènent à des projections de 5, voire potentiellement 6 degrés en 2100. Donc ça, on parle beaucoup de la hausse des températures, mais c'est pas la seule conséquence qu'il pourrait y avoir dans ce changement climatique. Et là, on en parle effectivement pas mal ces temps-ci. Il y a notamment beaucoup d'incendies, on en parle beaucoup du côté de Los Angeles, mais voilà, il y a effectivement, on le voit de plus en plus, davantage de phénomènes extrêmes, donc pas mal d'inondations, on peut avoir des glissements de terrain, des cyclones, des périodes de sécheresse, de canicules, voilà, très intenses. Donc effectivement, beaucoup de conséquences en termes de climat. Donc voilà, de façon succincte, on pourra en parler évidemment pendant des heures, mais c'est juste pour vous l'introduire, pour que vous ayez quand même ces notions-là en tête par rapport aux enjeux climat. Quand on est une entreprise, donc on est évidemment concerné par ces enjeux climatiques parce qu'effectivement, on cherche tous, comme l'a dit Muriel, à réduire son impact sur l'environnement. Mais en tant qu'entreprise, il y a également d'autres enjeux qui se profilent. Donc, je vais essayer de vous les synthétiser ici. Donc, premièrement, ce serait un enjeu par rapport au cadre légal pour effectivement respecter et anticiper le cadre légal. Donc, en tant qu'entreprise, vous pouvez être soumis à certaines réglementations. Alors, soit directement, soit indirectement, parce que potentiellement, vous êtes fournisseur d'un client qui, lui, est soumis par contre à cette réglementation et il peut vous demander de rendre des comptes. Donc, effectivement, vous pouvez, de manière directe ou indirecte, être soumis à ce cadre réglementaire. Donc, je ferai un focus là-dessus un tout petit peu plus tard. Vous avez également un enjeu par rapport à vos attentes clients ici. Donc, voilà, on sait que l'image de marque de l'entreprise, c'est quelque chose de très important. Une entreprise qui affiche des valeurs environnementales, une entreprise engagée, elle va créer un avantage concurrentiel certain et ça va permettre de se démarquer par rapport à ses concurrents et potentiellement de gagner de nouveaux marchés. Il y a un écho. Ouais, merci.
Nous, on a par exemple, on a beaucoup de retours clients en fait sur quelque chose voilà, qui se développe de plus en plus. En fait, dans le cas de certains appels d'offres, il y a de plus en plus de critères carbone qui sont intégrés à ces appels d'offres. Donc, on a également un autre exemple d'un grand donneur d'ordre dans l'aéronautique qui fait une évaluation de ses fournisseurs. Donc, nous, on a un client typiquement voilà, qui fait partie de ces fournisseurs-là. Il nous a expliqué voilà, que le donneur d'ordre de l'aéro évalue en fait ses fournisseurs avec une note de A à D. Et en fonction de la note, le critère, c'était voilà, ceux qui ont une note inférieure à tant ne seront plus éligibles à l'appel d'offres. Donc, effectivement, là, il y a un système d'alarme qui se met en place et de se dire, mince, si je fais rien, effectivement, je ne serai même plus en capacité de répondre à cet appel d'offres. Donc, clairement, c'est un véritable enjeu par rapport à ces attentes clients. On a également des enjeux par rapport à votre marque employeur. Donc, l'image de l'entreprise, c'est effectivement également très important pour la partie ressources humaines, on va dire. Donc, une entreprise qui est engagée sur l'aspect environnemental, ça donne envie. Effectivement, on sait que la quête de sens, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Je vois quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas la présentation. Est-ce que du coup, vous la voyez toujours ou je... Oui, on voit bien. Ok, parfait. Donc je parlais effectivement des enjeux de la marque employeur où effectivement, voilà, la quête de sens, c'est quelque chose qui est vraiment présent aujourd'hui auprès des salariés. Et voilà, une entreprise qui est engagée, qui porte ces valeurs-là, effectivement, ça peut permettre de fidéliser et également d'attirer des nouveaux talents au sein de l'entreprise. C'est aussi important que la stratégie climat se fasse en collaboration avec l'ensemble de ces équipes, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui potentiellement ont des idées pour les plans de transition, etc. Donc, c'est aussi très important de les intégrer. Donc, nous, chez Taiker, on est très sensible à ça et on fait, par exemple, pas mal de fresques du climat pour justement essayer de mobiliser les équipes dès le départ. On fait aussi beaucoup d'ateliers voilà, sur les plans de transition qui cherchent à intégrer le plus de salariés possible pour justement les intégrer et les fidéliser à ces valeurs d'entreprise. Un dernier enjeu pour finir, ce serait les enjeux relatifs à tout ce qui est financement. Parce qu'effectivement, on le constate de plus en plus, les investisseurs, les banquiers vont prêter beaucoup plus facilement à ceux qui montrent patte verte. J'aime bien cette expression-là, parce qu'effectivement, c'est vraiment le cas, pour des raisons réglementaires européennes, de taxonomie et autres. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus. On travaille par exemple avec un partenaire qui s'appelle Arkea et qui a créé le pacte carbone. En fait, c'est un pacte qui fait que le taux d'intérêt va être lié à la baisse carbone affichée. Donc effectivement, plus en gros vous montrez des efforts sur ces sujets-là, plus vous aurez accès à des taux préférentiels. Donc là aussi, ça peut être très intéressant par rapport à ça. Donc voilà, on fera un petit tour de table, peut-être ce serait intéressant pour reparler de ces enjeux. J'aime bien aussi avoir l'avis des participants sur voilà, peut-être, est-ce que vous avez, vous, des enjeux spécifiques? Je pense qu'en fonction des cas, on est peut-être plus sensible à l'aspect environnemental ou inquiet par rapport aux contraintes réglementaires ou de se dire, voilà, moi, j'ai peut-être un client qui commence déjà à demander des comptes, etc. Donc, je pense que vous êtes tous plus ou moins impactés par certains de ces enjeux-là. Un petit focus voilà, sur le cadre légal. Donc là, c'est simplement un graphique pour vous présenter le nombre de lois qui sont en lien avec le climat, qui sont recensées dans le monde. Et on voit là, encore une fois qu'il y a de plus en plus de lois qui sont votées justement sur ces thématiques-là. Donc un cadre légal qui est de plus en plus présent. Donc le principalement, en tout cas, c'est notamment ça qui a dû le guider, ce sont les accords de Paris, donc qui avaient lieu en 2015 dans le cadre de la COP 21, avec pour objectif principal, je vous le rappelle ici, de limiter bien en dessous des 2 degrés la hausse de température d'ici 2100, en faisant tous les efforts possibles pour la maintenir en dessous des 1,5 degrés, toujours en référence par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc, du côté de l'Union européenne, on s'est fixé un objectif de réduction d'émissions de 40%, donc entre 1990 et 2030. Donc voilà, c'est quand même un beau challenge. Alors, comment ça se traduit en France? Donc, ces accords de Paris se traduisent par la stratégie nationale bas carbone. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler
de ça, mais en gros, c'est la feuille de route pour la France qui concerne toutes les politiques d'atténuation du changement climatique et de la réduction des gaz à effet de serre. Donc, les objectifs principaux, effectivement, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et de réduire l'empreinte carbone des Français. Donc là, l'objectif, c'est de diviser nos émissions de GES par 6 d'ici 2050. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, il y a une question peut-être. Est-ce que vous pourriez me dire, Arkea, comment ça s'écrit, s'il vous plaît? Alors, je crois que c'est A-R-K-E-A. Ok, merci, je vais regarder ça. Très bien. Oui, donc toujours un petit focus sur la partie cadre légal. Donc, en France, il y a certaines entreprises qui sont soumises à une obligation réglementaire, donc de publication d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous n'êtes pas forcément concerné directement, parce qu'effectivement, les entreprises concernées, elles comptent des effectifs supérieurs à 500 ETP. Mais voilà, peut-être que certains de vos clients sont soumis, et comme vous êtes fournisseur de ce client-là, peut-être que voilà, vous allez devoir rendre des comptes par rapport à l'impact que vous avez chez eux en termes d'émissions. Donc, ces bilans GES, l'idée, c'est effectivement de publier ce bilan-là sur le site BGS de l'ADEME. Donc, ce qu'il faut répertorier, ce sont les émissions directes et les émissions indirectes qui sont associées à l'énergie. Et a été ajouté depuis quelques temps maintenant les émissions indirectes significatives. Donc voilà, donc en gros, c'est un bilan qui n'est pas forcément exhaustif, mais voilà, qui est quand même représentatif puisque ce sont les principales émissions, au moins les émissions relatives à l'énergie et les émissions principales, par exemple vos principaux achats, vos principaux déplacements, etc. Donc, même si vous n'êtes pas soumis directement à cette obligation réglementaire de publication, vous avez quand même intérêt à prendre les devants. Donc, pour anticiper ces réglementations, parce qu'on constate qu'au fil du temps, les réglementations, la maille du filet se resserre de plus en plus, et donc, effectivement, potentiellement, de plus en plus d'entreprises sont soumises à ces réglementations-là. Les seuils, par exemple, du nombre de salariés peuvent être baissés. Ça peut être, comme je vous le disais, un client qui, lui, est soumis à cette réglementation et qui va vous demander des comptes puisqu'effectivement, vous avez un impact en termes d'émissions sur ses propres émissions. Et puis voilà, de prendre les devants, ça renforce toujours votre image de marque et ça peut créer un avantage concurrentiel sur vos concurrents. Et on verra aussi, il peut y avoir certaines aides financières pour réaliser ces bilans carbone. En Europe, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une directive qui a été renforcée qui s'appelle la CSRD. Donc, j'en parle pas aujourd'hui parce que c'est un vaste sujet et je laisserai ce privilège-là à mon collègue Marc, puisqu'il y a un webinaire qui est prévu spécifiquement sur ce sujet-là le 4 février. Donc, je fais un peu de pub pour lui, mais voilà, du coup, vous en apprendrez bien plus sur la CSRD lors de ce webinaire. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est une directive sur les rapports de développement durable des entreprises. Donc, les entreprises soumises, voilà, c'est des entreprises qui ont plus de 250 employés, 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de bilan. On va parler maintenant un peu plus des méthodologies, maintenant que vous avez les enjeux en tête, les méthodologies de comptabilité carbone. Donc, qu'est-ce que c'est finalement une comptabilité carbone? Le principe, c'est de recenser, de catégoriser et de quantifier les émissions de gaz à effet de serre qui vont être produites par une activité humaine. Donc, la question de périmètre, c'est quelque chose de très important, puisqu'effectivement, en fonction du périmètre qu'on va choisir, on n'aura pas forcément le même résultat. Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser en amont vraiment de sa comptabilité carbone. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de comptabilité? Tout simplement parce qu'on va comptabiliser des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va les quantifier en kilos de CO2 ou en tonnes de CO2 équivalent. Alors, équivalent parce que le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre. Petite parenthèse, mais on le traduit en CO2 équivalent. Donc, une comptabilité carbone, elle va intégrer les émissions qui sont générées en amont et en aval de l'activité, que ce soit de manière directe ou indirecte. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit faire sa comptabilité carbone? Alors, tout simplement parce qu'en fait, c'est une première brique qui vous permet d'avoir des chiffres
Et ces chiffres-là, ils vont être très, très importants parce qu'ils vont servir de base, en fait, pour connaître ces principaux postes d'émission, ce qui permettra, et c'est comme ça l'objectif, de construire un plan d'action efficace. Et c'est ce qui va nourrir votre stratégie bas carbone. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment une première brique qui vous permet de construire tout le reste. Et l'avantage de la compta carbone, c'est que c'est quelque chose de très factuel. Donc, ça permet de casser un petit peu les idées reçues parce que des fois, on se dit, bah, tiens, moi, je pense que dans mon entreprise, c'est ça le principal enjeu et on va travailler là-dessus. Et au final, on se rend compte que pas du tout. Finalement, c'est plutôt tel poste d'émission qui va être important et il va falloir aller creuser les leviers d'action sur ces émissions spécifiques-là. Donc, il y a plusieurs méthodologies de comptabilité carbone. Donc, je vous ai référencé ici les principales. Donc, le GAG protocole, qui est plutôt une méthode internationale. Le bilan carbone, vous voyez un petit R ici parce que c'est une méthode qui a été créée par l'ADEME et qui est déposée. Donc, je l'ai mis en gras parce que nous, c'est cette méthode-là qu'on utilise pour voilà, nos accompagnements. Et il y a aussi toutes les méthodes qui sont issues des normes ISO. Donc, ces 3 méthodes, elles ont des similarités et des différences, bien sûr, mais en tout cas, elles ont en commun les principes, des principes qu'on peut rencontrer dans ces 3 méthodes-là, qui sont les principes de vérification, de transparence, d'exhaustivité, des critères de pertinence, de pragmatisme également, et ça permet d'avoir une traçabilité sur vos émissions. Juste, je vous ai mis ici quelques ordres de grandeur, parce que ça ne parle pas forcément ce que c'est une tonne de CO2 équivalent. Donc, on peut prendre par exemple une tonne de CO2 peut être équivalent à 138 repas avec du bœuf. Donc, voilà. Et si on prend l'équivalent en nombre de repas, là, on aura les repas végétariens. Donc, on se rend compte déjà de la différence de l'impact entre un repas plutôt viande, bœuf, par rapport à un repas végétarien. Donc, il y a quasiment un facteur 10 entre les deux. Donc, voilà, du coup, je vous laisse regarder un petit peu les autres ordres de grandeur. C'est par exemple un peu plus de 5000 km en voiture. Donc, ça permet de se rendre compte un petit peu ce que ça représente une tonne de CO2. Alors, comment est-ce qu'on calcule justement un impact de gaz à effet de serre? Donc, vous le voyez souvent, ce terme, je ne l'ai peut-être pas précisé. Donc, GES, c'est les gaz à effet de serre. Donc, en kilos de CO2 équivalent. Donc, ces émissions qu'on va exprimer donc, en kilos ou en tonnes de CO2 équivalent, on se base finalement sur des données d'activité. Et on va utiliser ce qu'on appelle un facteur d'émission. Donc, les facteurs d'émission, donc l'ADEME nous fournit entre autres une base de données, et nous, c'est celle qu'on utilise, c'est la base officielle, la base empreinte, qui nous donne plus de 5000 facteurs d'émission. Donc, à chaque donnée d'activité correspond un facteur d'émission spécifique. Et c'est ce qui nous permet de transcrire, du coup, de traduire une donnée d'activité en émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a des petits exemples ici pour que ce soit plus clair. Par exemple, pour une voiture, si on veut calculer ses émissions de gaz à effet de serre, on va chercher, par exemple, comme donnée d'activité, le nombre de kilomètres parcourus. On aura un facteur d'émission ici qui va nous permettre de traduire ça en émissions. On peut aussi utiliser comme donnée d'activité des litres de carburant consommés, par exemple. Pour un bâtiment, par exemple, si on souhaite calculer les émissions de gaz à effet de serre relatives donc, à l'énergie de ce bâtiment, on peut aller chercher des kilowattheures d'électricité. On peut aller chercher aussi des kilowattheures de gaz, par exemple, et toujours avec le facteur d'émission qui correspond bien. Ça va nous traduire ça en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi avoir, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre pour l'achat de matériel informatique, par exemple. Donc là, on va avoir une donnée à aller chercher sur le nombre d'ordinateurs, par exemple, achetés, ou alors des kilos-euros dépensés pour ces ordinateurs. Donc voilà un petit peu le principe de calcul d'un gaz à effet de serre, enfin des émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif de la compta carbone, c'est de recenser, de catégoriser ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà les grandes catégories qu'on utilise dans le cadre d'une compta carbone. Donc, les 10 familles d'émissions principales, donc l'énergie, le hors énergie, les emballages, etc. Et pour chaque famille d'émissions, on va aller chercher les données qui vont bien. Donc, par exemple, pour la partie énergie, on va aller chercher les kilowattheures d'électricité. Si on utilise du fuel, ça va être les litres de fuel consommés. Si on prend, par exemple, la brique déplacement, on va aller chercher, il y a différents types de déplacements qui peuvent être recensés. Donc, les déplacements domicile-travail des employés, donc le nombre de kilomètres, par exemple, fait au quotidien par les salariés pour venir au travail. Dans le cas de déplacement professionnel, ça peut être pareil, le nombre de kilomètres faits en avion, par exemple, ou en train.
Voilà, on peut comptabiliser ça en kilomètres, en nombre de litres de carburant, voilà. Donc un petit peu l'idée d'aller chercher dans chaque brique, dans chaque famille d'émissions, les données qui vont bien. Et pour aider tout ça, donc très important aussi en amont de se lancer dans une comptabilité carbone, c'est de réaliser sa cartographie des flux. Donc, comme je vous l'ai dit, une comptabilité carbone, on va regarder ce qui se passe dans l'entreprise, OK, mais aussi tout ce qui se passe en amont et en aval. Donc, typiquement, une entreprise va aussi regarder ce qui se passe, par exemple, lorsqu'elle achète des matières premières. Ces matières premières-là génèrent des émissions. Donc, on peut aller enquêter auprès du fournisseur par rapport à ces matières premières-là. Ces matières premières, elles sont affrétées, donc là aussi, on a des émissions qui sont liées à ce fret. Pareil, sur le côté aval, si on expédie ces produits chez des clients finaux, voilà, on peut regarder les émissions qui sont liées au fret pour ces expéditions. Si on a des produits qui potentiellement nécessitent de l'énergie ou une utilisation de carburant, par exemple, on peut aussi aller jusqu'à l'utilisation de ce produit-là. Donc, par exemple, si je vends des voitures, je vais aussi regarder l'utilisation de cette voiture, ce qu'elle va produire en termes d'émissions. Donc, je vais regarder sur une durée de vie moyenne de ma voiture, les émissions qui sont liées à l'utilisation du carburant, par exemple. Et voilà, au sein de l'entreprise, donc là, pareil, on catégorise ça avec toutes les familles d'émissions que je vous ai montrées précédemment. Donc, toutes les catégories relatives à l'énergie, aux biens immobilisés, aux déplacements, aux déchets, etc. Donc, cette cartographie des flux, c'est vraiment un travail qui est indispensable, vraiment qui est un vrai prérequis pour démarrer une bonne comptabilité carbone parce que ça permet d'être exhaustif et de ne rien oublier. Et à terme, la comptabilité carbone vise à dire, voilà, sur chaque flèche, combien j'ai d'émissions. Donc, c'est un travail vraiment, vraiment essentiel. Donc, nous, notre outil de comptabilité carbone, comme je vous le disais chez Tayker, on a développé donc un outil SaaS qui permet effectivement de faciliter cette comptabilité carbone. Parce qu'effectivement, les outils, notamment développés par l'ADEME, c'est des gros fichiers Excel qui sont plutôt très, très complexes à utiliser. Et clairement, être autonome sur ces sujets-là, c'est vraiment un métier, il faut être formé dessus et c'est vraiment plutôt complexe. Donc, nous, on a essayé de s'affranchir de cette complexité en développant un outil, un logiciel qui facilite grandement cette partie collecte des données. Donc, je vous ai fait quelques captures d'écran pour que vous ayez en tête sur le principe et comment ça marche. Donc, au sein d'une entreprise, on peut créer plusieurs entités. Donc, c'est comme si on faisait presque un mini bilan carbone pour chacune des entités. Quand on va sur une entité, on retrouve toutes les briques, toutes les petites familles d'émissions, donc l'énergie, les déplacements, etc. Et ensuite, au sein de chaque brique, de chaque famille d'émissions, on va ici pouvoir recenser tous les postes d'émissions. Donc là, on est par exemple sur la famille des intrants, donc ce sont les achats de services, où on a recensé, il y a eu des frais d'honoraires, des frais de maintenance, des frais de sous-traitance. Donc on a listé tous les postes d'émissions. Et on peut en créer de nouvelles. Ici, par exemple, on va créer un poste d'émission qui est relatif à la consommation d'énergie, où on va rentrer directement la donnée d'activité, donc ici des kilowattheures, par exemple, et on voit que ça traduit directement en émissions de CO2. Donc là aussi, la plateforme fait le job puisque elle va calculer automatiquement, on rentre une donnée d'activité et tac, on a tout de suite l'émission qui correspond. Donc, je vous ai parlé de la comptabilité carbone. Donc, l'objectif, effectivement, c'est d'avoir des chiffres, de traduire ces données d'activité en émissions de CO2 équivalent. Donc, ça, c'est la première brique. Et ce qui est aussi important, c'est les autres briques qu'on va rajouter pour construire un mur solide et aller vers une transition, du coup, efficace. Et donc, l'idée maintenant qu'on a ces chiffres, c'est effectivement de parler de la suite, de parler de plan de transition et de plan d'action. Donc, comment est-ce qu'on va le définir? Il faut effectivement que ce soit cohérent avec vos objectifs d'entreprise et aussi, évidemment, avec les enjeux climat et de décarbonation pour toutes les entreprises. Donc, voilà les grandes étapes, on va dire, pour la suite. Donc, on a cadré ici le projet, on s'est fixé des objectifs. Donc, on a parlé, on a constitué l'équipe, on a fait des petits ateliers sur potentiellement les risques et les opportunités de transition. On a défini les périmètres qu'on allait prendre en compte, la cartographie des flux pour être sûr de ne rien oublier. Ensuite, on peut passer à la phase collecte des données et du coup, transcription en termes d'émissions en carbone.
On s'appuie ensuite sur les chiffres qu'on a obtenus pour construire des actions de réduction. Donc ça, c'est vraiment important. Nous, on le fait beaucoup sous forme d'ateliers, en essayant d'intégrer un maximum de salariés dans ces ateliers-là pour justement construire un plan d'action qui sera efficace. Et voilà, ça permet du coup d'avoir des feuilles de route qui nous permettent de dessiner une trajectoire de transition. Donc ça peut être des objectifs plus ou moins long terme. Donc on aime bien fixer donc, quand même des objectifs plutôt courts, moyens et long terme. Donc 2050, ça paraît loin, mais ça permet aussi de se donner un cap et de vrais objectifs, une vraie vision à long terme. Voilà, et du coup, là, ensuite, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les cartes en main pour justement traduire ça de façon concrète, de comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre concrètement, comment on va mettre en œuvre concrètement ce plan de transition. Et voilà, ensuite, il y a un pilotage et un suivi de ce plan de transition qui doit effectivement être fait dans le temps pour être sûr que voilà, le plan d'action suit bien, enfin, en tout cas, que la feuille de route suit bien les jalons définis, etc. Donc là, nous aussi, la plateforme permet de faire tout ceci. Je vous ai fait voilà, un petit screenshot, par exemple, là, pour vous montrer ce que ça peut donner en termes de trajectoire bas carbone. Donc, vous voyez ici quelques briques qui montrent voilà, quelques actions qui avaient été proposées. Et en fonction de ça, voilà, ça trace automatiquement la trajectoire de référence avec, voilà, vous avez à chaque fois les familles d'émissions qu'on retrouve ici. Donc là, par exemple, c'est la partie déplacement qui est importante. Donc voilà, bon, au fil du temps, on voit effectivement que les actions qui sont mises en place permettent de suivre cette trajectoire de décarbonation. On peut aussi, là, selon la ligne bleue, se fixer des trajectoires un peu de référence, type SNBC, SBTI ou autre. Donc voilà les grandes lignes pour ce qui se passe après une compta carbone, en fait, hein, sur comment construire sa trajectoire bas carbone. Chez Taiker, on utilise aussi une méthode donc, qui est pareil référencée par l'ADEME, qui est une méthodologie qui s'appelle Acte pas à pas. Donc ça, c'est quelque chose de, enfin, c'est une méthode qui est finalement axée très stratégie d'entreprise. Donc là, on prend beaucoup de hauteur par rapport aux enjeux carbone. C'est vraiment une réflexion très globale en termes de stratégie. L'objectif, c'est finalement comment est-ce qu'on va intégrer cette stratégie climat avec la stratégie d'entreprise. Donc, il y a vraiment des enjeux business là, qui sont très forts. C'est de se dire, voilà, si je projette mon entreprise en 2050, comment est-ce qu'elle va être viable? Il y avait une question? Non? Ok. Voilà, en gros, c'est si je projette mon entreprise en 2050, comment est-ce qu'elle sera viable avec tous les enjeux du changement climatique qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc voilà, donc c'est vraiment une vraie prise de hauteur qui est matérialisée ici sur ce petit dessin-là, de dire, voilà, je définis une vision long terme très macro, et petit à petit, je redescends un peu plus sur Terre pour tracer une feuille de route voilà, qui va permettre de répondre à cette vision très long terme, et voilà, qui va définir un plan stratégique et de plus en plus un plan d'action très détaillé pour suivre vraiment une feuille de route jusqu'à 2050 pour mener à bien justement cette stratégie bas carbone. Donc ça, c'est une méthode voilà, qui est très poussée, qui est hyper pertinente, moi je trouve, parce qu'elle amène vraiment une réflexion très stratégique. Donc voilà, on fait aussi cet accompagnement-là sur l'après compta carbone et justement comment mener à bien ces trajectoires. Donc voilà, on a parlé un petit peu de l'après compta carbone. Je vous ai fait ici une petite planche qui peut résumer les challenges que vous avez en face de vous. Et donc, quelles sont les clés de réussite pour un passage à l'action réussie. Donc ça, c'est un petit peu les éléments clés que nous, on a identifiés chez Taiker. Donc le premier élément, effectivement, pour réussir ce passage à l'action, c'est d'avoir une direction engagée. Parce que sans ça, effectivement, on ne va pas bien loin. Donc l'enjeu ici, c'est d'intégrer finalement toutes ces réflexions-là, d'intégrer les enjeux dans sa stratégie de développement. Le second point clé, c'est de mobiliser ses équipes. Donc nous, on fait beaucoup ça, notamment au travers de la fresque du climat, qui est un super outil pour sensibiliser et mobiliser les gens. Donc effectivement, les équipes qui sont sensibilisées, elles vont être beaucoup plus impliquées et auront envie de participer au processus de décarbonation de l'entreprise. C'est aussi important, voilà, nous on anime pas mal d'ateliers d'équipes, notamment sur la phase après compta carbone et justement réflexion sur les plans de transition, etc. Le troisième point clé, effectivement, donc, c'est de faire sa comptabilité carbone, puisque c'est la première brique à poser. Donc pour ça, donc là, je vous ai donné, voilà, juste en termes d'introduction, un petit peu les principes. On en parlera à la fin de ce webinaire, mais effectivement, on propose du coup
de vous former un peu plus concrètement sur la comptabilité carbone pour justement vous rendre autonome sur ces premiers pas de comptabilité carbone. On peut aussi du coup vous accompagner si vous avez le souhait d'aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là. Le 4e sujet, c'est de construire une feuille de route bas carbone. Donc pour ça, effectivement, on s'appuie sur les chiffres et sur la comptabilité carbone que vous avez réalisée au préalable. Il est aussi très important d'embarquer sa chaîne de valeur parce qu'effectivement, tout est lié finalement. Hein. Vous êtes client, fournisseur, voilà. Ça peut faire effet boule de neige et effectivement, vos émissions vont impacter celles de vos clients. Inversement, celles des clients vous impactent aussi. Donc, effectivement, plus on mobilise sa chaîne de valeur, plus on aura de leviers d'action qui peuvent être communs en plus. Donc, c'est une manière d'aller beaucoup plus loin dans ces démarches-là de décarbonation. Et voilà, du coup, une fois que vous avez tous ces leviers-là, vous pouvez sereinement passer à l'action. Donc, je vais parler maintenant un petit peu des aides que vous pouvez avoir. Donc déjà, en petite introduction à ça, les partenaires métiers qui sont importants à connaître. Donc même si vous n'avez pas forcément de lien direct avec eux, au moins vous savez que vous pouvez aller toquer à leur porte et vous aurez des infos pertinentes sur ces sujets-là. Donc il y a la PCC, donc nous on est membre, c'est une association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Donc voilà, là c'est plus une association pro, donc nous on en fait partie évidemment. Donc on a aussi pas mal d'échanges avec les pouvoirs publics pour essayer d'avoir des leviers d'action sur ça. Donc c'est une association finalement qui organise un petit peu la profession. Une autre association donc, qui est l'association pour la transition bas carbone. Donc une association qui est très importante pour nous puisqu'effectivement ils ont participé notamment au développement de la méthodologie du bilan carbone. Sachez que nous on est aussi formateurs à la méthodologie officielle donc, qui a été développée par l'ABC. Et enfin l'ADEME, que je ne présente pas forcément, mais voilà, qui, entre autres, manage la base carbone dont je vous ai parlé tout à l'heure pour les facteurs d'émission. Et voilà, qui a aussi plein de publications utiles, notamment des méthodologies, des guides sectoriels. Et l'ADEME finance évidemment beaucoup de projets liés à la décarbonation. Donc, un partenaire métier vraiment essentiel. Donc là, je fais un petit focus sur la BPI parce que c'est peut-être ce qui va vous intéresser, vous, plus concrètement. Donc, la Banque publique d'investissement qui propose, alors je ne suis pas salariée de la BPI, donc je vous en parle voilà, de ce que je connais. Mais en tout cas, voilà, vous avez ici une petite planche que j'ai reprise qui vous présente voilà, certaines aides. Donc, je vais vous parler un peu plus en détail, par exemple, de celui-là qui est le DIAC Carbone Action. Donc, qui aide à financer un bilan carbone. Donc, sur un bilan carbone, par exemple, qui coûte 10 000 €, vous avez un financement de 4 000 € pour les entreprises. Donc, c'est quand même une bonne aide financière pour le réaliser. Donc, c'est un bilan carbone qui dure, voilà, il y a 12 jours, entre guillemets, de travail pour le consultant carbone. Donc, nous, on est référencé expert sur cette offre BPI. Et donc, c'est un bilan carbone qui dure en général 6 mois pour réaliser donc un bilan carbone exhaustif sur votre activité. Donc voilà, je vous laisserai prendre peut-être plus connaissance de ça. Il y a des choses qui vous concerneront peut-être plus, donc je vous laisserai en prendre connaissance. Je surveille le temps, ça va, on a encore du temps. Donc voilà, j'ai fini du coup la présentation de cette compta carbone. Et voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, peut-être que vous en parlerez Mireille Alexandra sur voilà, justement la suite. Nous, on propose de vous former et il y a une formation qui est prévue d'ailleurs le 13 février prochain sur justement gérer sa comptabilité carbone et devenir autonome sur cette première étape, voilà, sur ces enjeux de décarbonation. Donc, j'ai fini cette présentation. Maintenant, on peut peut-être passer un petit temps d'échange pour parler peut-être de vos enjeux, si vous avez, vous, déjà identifié certains enjeux, si déjà des choses vous parlent, ou un temps voilà, de questions, si jamais il y a des choses que vous souhaitez approfondir. Donc, encore une fois, je suis allée vite. C'est des sujets voilà, où on pourrait passer des heures et des jours à en discuter, mais effectivement, j'ai essayé de condenser ça sur voilà, un peu moins d'1 heure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous m'entendez? Oui.
Ah, bon. Bonjour, Jean Amrani, Lotech Energy. Du coup, j'ai l'impression que c'est plus quand même une démarche qui n'est pas trop destinée aux sociétés qui sont en démarrage ou en création, puisque déjà, il faut avoir quand même des chiffres et des valeurs qui sont exhaustives dans la société, qu'il faut aller chercher, et sinon, ça devient un prévisionnel de bilan carbone. En quoi une start-up qui démarre, en gros, a-t-elle intérêt à mettre en place dès le début cette démarche d'économie de carbone, sachant qu'elle n'a pas de base de référence pour mettre dans sa transition, pour mettre dans son bilan, ni d'objectif derrière? Oui, alors c'est une très bonne question, effectivement. Alors nous, on est effectivement une entreprise sur ce sujet-là, mais on s'est quand même posé des questions au départ aussi. Alors, en général, oui, voilà, un bilan carbone, effectivement, on le fait en regardant dans le rétroviseur et on prend une durée de 1 an. Donc, je ne sais pas à quel stade vous en êtes, mais si voilà, vous avez au moins 1 an d'existence, c'est possible de le faire. Si vous n'avez pas encore 1 an, c'est quand même possible. On peut effectivement faire du prévisionnel. Et l'intérêt, c'est justement de poser quand même les bonnes bases de réflexion, parce que la compta carbone, alors, ce sont des chiffres. Alors, le chiffre en soi, je ne sais pas qu'il n'a pas d'intérêt, mais l'intérêt principal de ce chiffre, c'est de le faire parler pour parler des actions à venir. Et là, pour le coup, en tant que start-up, c'est justement une très bonne chose, je pense, de l'intégrer dès le départ dans sa réflexion d'entreprise, de dire voilà, quelles sont les actions et les pistes, en tout cas, de stratégie climat que je souhaite engager. Plus concrètement, par exemple, nous, on est en train de se poser cette question-là sur un véhicule d'exploitation, en fait, qu'on est obligé d'acheter. Ça nous coûte le double pour faire des économies de CO2 et s'adapter à notre chaîne de valeur, exactement pour qu'il rentre dans les objectifs que vous posiez pour les sociétés, justement, d'entrer dans cette démarche. Oui. Concrètement, donc, nous, ça nous fait un surcoût de 40 000 € sur le véhicule. Qu'est-ce qu'une start-up qui est en pleine création, qui est en train de démarrer, qui a pris à bras-le-corps d'intégrer ces baisses dans la chaîne de valeur, concrètement, comment elle peut le valoriser ou avoir des effets de levier derrière concrets, quoi? Alors après, il y a aussi des ROI à calculer. J'imagine que l'investissement que vous faites là, peut-être en termes économie ça peut être aussi des économies financières sur des leviers. Il y a souvent effectivement un investissement initial, mais qui sur un court, moyen terme peut être au final rentable. Clairement, oui, ok. Par exemple, sur une pose de panneaux photovoltaïques, clairement, ça a un coût au départ. Mais quand on calcule un ROI financier, mais aussi un ROI carbone, on se rend compte que finalement, peut-être d'ici 7-8 ans, ça vaut le coup en fait de faire cette démarche-là. C'est à la fois bénéfique en termes financiers pour l'entreprise, même si effectivement, je l'entends tout à fait, il y a un investissement initial. Mais voilà, sur du long terme, finalement, même économiquement, vous allez vous y retrouver. Et sur le plan environnemental, effectivement, c'est positif. Après, sur des investissements, il y a aussi des aides. Alors là, je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas non plus toutes les aides possibles, mais il y a des CE2E qui peuvent être activés. Voilà, il y a aussi pas mal d'aides de l'État par rapport à ces investissements que vous envisagez. Ok. Moi, j'essaie juste de déterminer surtout, est-ce que pour une start-up en pleine création, avec les problématiques de la création, c'est préférable, elle a des effets de levier d'engager immédiatement cette politique-là, ou alors à ce moment-là, elle laisse tomber et puis elle verra ça dans 1 an, puisque de toute façon, il n'y aura aucune plus-value, c'est ce que j'essaie de comprendre. Qu'elle ait entamé cette démarche ou pas, qu'elle ait fait des investissements ou pas, ça ne va rien changer finalement à son démarrage. C'est ça que j'entends. Alors après, il y a aussi des enjeux d'image d'entreprise, parce que si vous montrez dès le départ un engagement fort sur ces sujets de décarbonation, comme je le disais, il y a potentiellement des investisseurs qui vont être plus réceptifs à ça. Je sais que nous, on a eu le cas, alors Fred, tu pourras peut-être en parler mieux que moi, mais sur la partie investisseur, clairement, c'est des sujets qui peuvent être intéressants à mener justement dans le cadre d'une création d'entreprise. Okay. Je confirme, pour la partie start-up, ce qui intéresse notre écosystème, parce que nous, on est quand même une start-up toujours un poil plus avancé que vous. Nous, on a 3 ans, donc on n'est pas non plus hyper loin. Et du coup, c'est surtout les labels qui intéressent les investisseurs ou l'écosystème. Donc le fait d'être entreprise à mission, pour nous, du coup, ça nous ouvre quand même pas mal de portes. Le fait d'être ESUS aussi, qui est un label de l'économie sociale et solidaire, ça nous ouvre pas mal de portes. Et tous ces labels, souvent, ils ont
une grosse brique climat ou environnement qui permet d'avoir ou pas ce label. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, ça montre juste à notre écosystème qu'on a une démarche vertueuse, qu'on développe notre entreprise finalement en faisant attention aux enjeux climat. Et rien que le fait de le prendre en compte dans le développement de son entreprise et de sa structuration, c'est toujours plus facile de le faire tout de suite que dans 3-4 ans, quand vous serez à un stade plus avancé. C'est toujours plus compliqué de modifier des choses que de le faire tout de suite. Donc là, c'est pour ça qu'on fait là souvent avec les startups, c'est des sensibilisations ou des petites formations, ça suffit. Et il y a quand même au moins 2 startups là chez nous sur qui on a fait des bilans carbone anticipés. Et pour moi, c'est le top du top parce que le bilan carbone, on va réfléchir à comment on va développer notre produit dans 5 à 10 ans. Et en fait, ça touche à plutôt de l'éco-conception, du coup, on parle plutôt d'éco-conception. Oui, ok, là j'entends. De la chaîne de valeur, du coup. Toute la chaîne de valeur, du produit, puis tout ce qui tourne autour. Et notamment, on en a avec un Ascendance Flight Technology qui développe un avion électrique. Donc, c'est des phases de développement de 5 ans, mais il fait quand même son bilan carbone aujourd'hui pour voir un peu qu'est-ce qu'il a intérêt à mettre en place tout de suite pour que son produit soit le plus décarboné possible quand il arrivera sur le marché. Ça va dépendre aussi des clients. Si on a des appels d'offres étatiques ou des gros appels d'offres avec des clients qui ont engagé ces démarches-là, ça permet d'être référencé beaucoup plus facilement. Les appels d'offres, elle en a parlé, Sandrine, en début de la présentation, et nous on le voit de plus en plus dans tous les appels d'offres marché public. Il y a une note basée sur qu'est-ce que vous faites. Alors souvent c'est sur la RSE au sens large, mais des fois c'est sur l'environnement, quelles sont vos actions. Et bien là, si vous avez fait votre compte à carbone, vous mettez le chiffre, un truc tout con, vous mettez un chiffre, moi j'émets tant de CO2, ça correspond à tant par produit, et là du coup vous avez une note maximale parce que généralement pas grand monde le fait encore pour l'instant. Ok, oui, ça peut donner une avance concurrentielle. Tout à fait. J'avais 2 autres questions. Je ne veux pas monopoliser la parole. Enfin, il y a peut-être des personnes qui ont des questions, mais j'ai encore 2 autres questions intéressantes par rapport à mon projet. Je ne sais pas si je peux les poser. Je voulais juste compléter la question justement vis-à-vis de l'investissement qu'il faut faire pour faire ce bilan carbone. On a vu que c'était potentiellement quelque chose qui coûtait 12 hommes. 12 jours hommes, je vais y arriver, et si c'est à 8 000 euros, mais pour une start-up, ce que propose TechCare, si j'ai bien compris, c'est une solution plus light avec l'outil et pourquoi pas la plateforme TechCare pour que l'entreprise soit autonome pour faire ce bilan et puisse sortir un chiffre de manière plus simple. Oui, tout à fait. Oui, là, le DIAG Décarbone Action, donc ce dont tu parles là, et qui effectivement 12 jours hommes, donc c'est un équivalent de 10 000 euros, donc qui est financé en partie, puisqu'il y a une aide de 4 000 euros via la BPI. Effectivement, là, c'est un bilan carbone qui est fait par nous, consultants, on aide l'entreprise, donc c'est l'entreprise qui collecte les données, mais voilà, on est en appui sur cette mission-là. Donc, c'est vraiment un bilan carbone exhaustif, complet, etc., fait par un consultant. Et là, effectivement, ce que nous, on propose dans un premier temps pour vous, start-up, effectivement, c'est peut-être quelque chose un peu lourd, qui peut être fait, parce qu'on l'a déjà fait, nous, auprès de certaines start-up. Mais effectivement, ce qu'on propose là, c'est une formation, justement, sur une journée, qui va un peu plus loin que ce que je vous ai présenté aujourd'hui sur comprendre la méthodologie de la compta carbone, et d'utiliser justement notre outil pour vous rendre autonome de façon un peu plus simplifiée sur vos principales émissions, pour justement avoir ce premier pied à l'étrier et d'être déjà en capacité de dire mes principaux enjeux sont sur telle et telle émission. Et on pourra communiquer sur ces valeurs-là, sur nos offres? Par exemple, comme il disait le monsieur tout à l'heure, où on a estimé que notre produit fini qu'on vend, il a telle émission, on aura le droit de communiquer sur notre site avec l'application SaaS, qu'on aura fait en autonomie. Alors après, oui, vous pouvez dire, on a fait une comptabilité carbone et de dire le chiffre. Après, c'est pas forcément un bilan carbone exhaustif, donc vous ne pourrez pas forcément communiquer sur c'est un bilan carbone petit r selon la méthodologie du bilan carbone. Voilà, ça c'est sûr que non. Mais de dire, nous, on a fait une première compta carbone et les chiffres sont ceux-là. Ok. Et du coup, quelqu'un d'autre a une question peut-être? Ouais, moi j'aimerais, je me questionne.
Parce que donc nous, on travaille dans une entreprise qui va proposer un ensemble logiciel autour de lignes de production agiles, et cetera. L'idée, c'est de faire de l'optimisation de l'existant et aider les industries, en fait, à être compétitives de manière générale. Et dans l'ensemble qu'on est en train de concevoir, la question de proposer de faire de la collecte de données qui pourrait permettre aux entreprises d'alimenter leur, comptabilité carbone, va nous intéresser à un moment donné. Mmh. Tout à l'heure, j'ai entendu que l'ADEME, étant, au cœur de la création du bilan carbone, comment dire? «enregistré» entre guillemets, Oui. avait, je ne sais pas, de la base de données ou en tout cas beaucoup d'éléments, qui permettent de faire la comptabilité. Est-ce qu'il y a des bibliothèques? Est-ce qu'il y a des collections qui sont, exploitables par des structures comme la nôtre? Donc du coup, ma question ne se pose pas au niveau de notre propre comptabilité carbone, mais au Mmh. niveau de ce que notre outil peut permettre d'apporter à, des chaînes de valeur entières industrielles. Alors après, ce que diffuse l'ADEME, c'est la base empreinte. Et la base empreinte, ça référence un peu plus de 5000 facteurs d'émission. Donc, le facteur d'émission, c'est ce qui permet de convertir une donnée d'activité, donc une donnée physique ou monétaire, peu importe, en une émission de gaz à effet de serre. D'accord. Ça donc en fait, quelqu'un qui fait la comptabilité carbone va piocher là-dedans. Ce sont des valeurs de départ comment dire? On postule que ce sont des valeurs, fiables et cetera. C'est ça qui nous sert de donnée d'entrée dans le calcul? Oui, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on utilise et notre plateforme, elle est, alors je l'ai peut-être pas dit ça, mais en fait, c'est une plateforme qui a été, certifiée comme étant conforme à la méthodologie bilan carbone et la méthodologie Mmh. bilan carbone utilise ces facteurs d'émission, notamment OK. de l'ADEME. Donc effectivement, sur notre outil, on a de façon automatique, les facteurs d'émission de l'ADEME qui sont intégrés à notre plateforme. Comme ça, en fait, Ah! vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez qu'à renseigner la donnée d'activité et ça le traduit directement en émissions de gaz à effet de serre. D'accord, OK. Oui, oui. Le facteur d'émission pour l'exemple de la voiture, je me l'étais noté tout à l'heure, ce Oui. serait la donnée kilogramme de CO2 par kilomètre, Voilà, c'est ça. finalement. OK. Donc on va chercher, une donnée en kilomètres et le facteur d'émission, ça vous traduit, 1 kilo de CO2 par kilomètre, donc ça le Mmh. traduit en kilos de CO2. Très bien. Base empreinte diffusée par l'ADEME. OK. Très bien, très bien. Je pense que ça répond suffisamment à ma question. OK, bah, parfait. Hop, j'ai oublié le micro. Oui. J'avais une deuxième question, enfin une deuxième partie de question. Donc, on serait plutôt une société qui est apporteur de solutions dans la décarbonation des entreprises, des bâtiments, etc. Et du coup, on aimerait bien commercialement pouvoir quantifier un petit peu dans nos devis ou dès qu'on fait des dimensionnements au niveau du bureau d'études et de nos études, le gain qu'on peut apporter au client dans sa démarche de bilan carbone, justement. Comment on pourrait, est-ce qu'il y a des outils qui nous permettraient facilement d'intégrer, on le fait déjà sur une partie, sur des panneaux solaires, par exemple, c'est dans nos études, voilà, ça évite tant de bilan carbone, etc. Mais on Oui. voudrait le faire sur notre offre globale, et du coup, comment on pourrait aujourd'hui, est-ce qu'il y a des outils? Où est-ce qu'on pourrait utiliser votre outil ou quelque chose comme ça pour pouvoir dire au client: «Voilà, nous, on vous propose ça pour tant et ça va vous permettre de, décarboner ça, 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 ça et ça et ça sur votre entreprise». Alors, ça, c'est une question qu'on a effectivement souvent, auprès des entreprises qu'on accompagne. Parce qu'effectivement, des fois, c'est des entreprises qui proposent des solutions, on va dire bénéfiques. Typiquement, là, on a un client qui fait du fret et qui propose des solutions via des hubs et cetera, donc pour raccourcir en gros les trajets de fret et effectivement, on est amené à faire, une étude d'impact. C'est ce qu'on appelle une étude d'impact pour dire, bah, voilà, finalement, la solution de notre client, elle est «économique» entre guillemets en termes de carbone parce qu'on va calculer les émissions si voilà le trajet, global était fait en camion, versus, le trajet qui est réduit, et que propose notre client. Donc, en fait, on utilise du coup notre outil, ouais, pour le faire évidemment, où on calcule finalement l'émission, du scénario A, l'émission du scénario B qui est censé être améliorée et du coup, on a le delta et l'économie de CO2 par rapport à ça. OK, d'accord.
Et On a déjà fait ça, nous, quelques fois pour des gros appels d'offres. Donc, on est sollicité par Vinci ou par des gens comme ça pour justement les aider à quantifier l'impact CO2 de leur chantier. D'accord. Et de le comparer avec une baseline. Et souvent, la baseline, c'est celle du concurrent, parce qu'ils savaient qu'ils étaient mieux-disants sur le carbone. Ils savaient ce que le concurrent avait proposé, et ils disaient, bah, nous, on propose... Non, on t'a perdu, Fred. Bon. Bon, on t'a vraiment perdu. Bon, en gros, mieux-disant par rapport aux concurrents, qui permet du coup de... Voilà, t'as pris le relais. C'est bon, t'es en train de retrouver. Ouais, désolé, du coup, j'ai une petite coupure. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone produit ou projet. Ok. Donc, on va mesurer les émissions de CO2 d'un produit. Et effectivement, nous, ce qu'on incite, on parlait de communication tout à l'heure, pour moi, une bonne façon de communiquer, c'est de mettre le poids carbone des produits qu'on vend sur nos devis. Ouais. Ça, c'est hyper puissant et c'est hyper différenciant parce qu'aujourd'hui, là, pour le coup, il y a vraiment personne qui le fait. Même nous, chez Taker, on le fait même pas, alors qu'on devrait le faire puisqu'on connaît pile poil, nous, le coût de CO2 de nos missions. Et ça, je pense que c'est en termes de communication et de montrer aux clients qu'on fait les choses bien, c'est pas mal, quoi. Donc, on sait le faire et c'est à peu près la même méthode que le bilan carbone. C'est souvent un peu plus simple. Et on multiplie juste un produit, je sais pas, j'ai une tasse de café sous la main, ben, il y a tant de porcelaine à tant de facteurs d'émission, plus tant d'acier à tant de facteurs. D'accord. Donc ça, faudrait, dans notre cas, pratiquement l'intégrer dans notre bureau d'études et dans notre process de livrable au client sur chaque offre propre à chaque client, quoi. Ouais, ça pourrait du coup. D'accord. Et c'est combien une presta, par exemple, d'impact par exemple, dans le cas d'un appel d'offres avec Vinci, pour un appel d'offres, par exemple, comment ça pourrait... c'est des prestats à combien, par exemple, si on vient vous voir pour faire ce genre de... Tu te rappelles ça pour l'appel d'offres ou pas? C'est pour donner des ordres d'idées, après, bon. Ouais. Alors après, ça dépend du nombre de jours, enfin de l'ampleur aussi de l'étude, hein, mais ça dépend si une étude qu'on fait sur... il faudrait chiffrer ça en termes de nombre de jours, nécessaires en fait pour ça. Donc ça dépend si c'est juste sur un produit, si c'est sur un ensemble d'offres. Donc c'est un peu compliqué là peut-être comme ça d'y répondre. Mais Parce que du coup, normalement, ce serait plutôt au client de s'en débrouiller et comme en mettant, nous, la valeur par produit, j'ai envie de dire, c'est au client de l'intégrer dans sa stratégie, de le calculer à la fin, si c'est une grosse société, par exemple, etc. Par contre, commercialement, c'est dommage parce que du coup, comme ça fait un avantage concurrentiel, mais ça fait aussi un avantage pour l'apporteur de solutions, d'avoir des solutions qui sont puissantes et de les mettre en avant. Mais du coup, ça demande une comptabilité et puis de faire des bureaux d'études, là, climat, quoi. Alors qu'on n'est pas du tout, on est apporteur de solutions, mais on n'est pas des ingénieurs du climat. Donc, voilà, c'était comment on pouvait intégrer ça dans notre process BE et dans nos offres, quoi. Ouais. Bah voilà, après, il faut voir plus concrètement, on pourra peut-être en rediscuter après en off sur comment ça peut être intégré, chez vous. Bah, en tout cas, voilà, je voulais savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de tampon de bureau d'études certifié pour avancer des chiffres dans notre offre, quoi. Même si on se plante, on n'a pas de risque juridique parce qu'on s'est trompé sur une donnée qu'on a donnée au client, que lui, il a intégrée. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors là, sur la partie juridique, je ne vais peut-être pas m'engager, mais il faut voir aussi ce qu'il y a en termes de je sais pas, d'engagement aussi de votre côté. Je ne sais pas, cette question, elle est peut-être un peu... En termes de communication des chiffres qu'on peut avancer en autonomie, est-ce que, voilà, il y a des... voilà, tant que vous ne faites pas référence à un bilan carbone petit r, entre guillemets, officiel, je ne pense pas que ça pose de soucis. Non. Ok, ça marche. Merci. Pour moi, c'est bon. Hein. Il y a d'autres questions? Alan, peut-être? Non? Bon, en tout cas, merci Sandrine et merci Frédéric pour cet éclairage, pour toute cette expertise. C'était super, super riche, super intéressant. On a donc, tu l'as dit, on a plusieurs rendez-vous à venir. Donc, on en a un le 4 février
sur le thème de la CSRD, voilà, qui s'adresse beaucoup plus, on va dire, aux plus grandes entreprises. Voilà. Et puis, moi, je vous recommande surtout l'événement qu'on fait le 13 février, l'atelier que voilà, on destine plutôt aux startups sur une journée entière pour aller beaucoup plus loin dans la démarche. Voilà, avec l'outil que vous nous avez présenté, c'est super, le pas à pas. Voilà, où on calcule ses émissions, on fait sa feuille de route. Voilà, c'est ce que voilà, je pense que c'est la bonne méthodologie. Ça a l'air en plus simple et accessible, donc c'est parfait. Et pour information, pour la Clean Tech Valley, donc cette formation sera aussi dispensée dans le cadre du programme de l'accélérateur Clean Tech Booster. Pour ceux qui en font partie, pas de souci, ce sera fait. Parfait. Merci 13, à tous. Bonne fin de journée et bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Enregistrement.